Bonjour Kinshasa, merci beaucoup de nous rejoindre sur votre chaîne préférée, Canal Numérique Télévision. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 4 mai 2026 et l'actualité aujourd'hui à Kinshasa, premièrement, c'est les examens hors session où le ministre Raïssa Malou vient de lancer au complexe scolaire de Loupio. Et deuxièmement, comme vous le connaissez, les sanctions américaines contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Washington valide le diagnostic de Félix Tshisekedi et l'UDPS est dans la rue. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Eric Izami de l'antenne A. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour Yves Mapinzi, bonjour chers téléspectateurs. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Et Eric Izami, hier c'était le 3 mai. Le monde entier a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous, en tant qu'ancien journaliste et pratiquant, vous avez quelque chose à nous dire. Oui, merci beaucoup de l'invitation d'abord et puis merci de la question. Je suis journaliste, pas ancien, donc je suis encore journaliste. Alors, par rapport à la journée d'hier, 3 mai, j'ai dit que la liberté de la presse, c'est un idéal. Oui. Nous nous efforçons jour après jour à pouvoir parfaire ça, améliorer et tout ça. Et d'ailleurs, je voulais ici saluer la loi Mouyaya, parce que c'est cette loi qui est venue davantage nous faire gagner 3 points. Si autrefois nous étions un peu largement après les gens là-bas parmi les 190 pays alignés au niveau des Nations Unies, cette fois-ci, on a été sacré par Reporters sans frontières comme étant le 130e pays dans l'exercice de la liberté de la presse a quand même évolué positivement. Et c'est grâce à la loi Mouyaya, parce que c'était une loi initiée ou proposée par les députés nationaux de l'époque, Patrick Mouyaka Temboué, qui se trouve être aujourd'hui le ministre national de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Et c'est cette loi-là qui nous a permis, entre autres, de pouvoir glaner ces différentes places. Mais aussi, je voudrais souligner justement par rapport à cette loi-là, elle est bonne, mais seulement elle peine à être appliquée, particulièrement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous le savez que cette partie-là est occupée par les agresseurs, par des méchants, des gens qui ne veulent pas la paix. Et c'est comme ça que nous devons, chaque jour que Dieu fait, comme j'avais dit, c'est un idéal, chercher à améliorer pour que nous puissions petit à petit tendre vers cette liberté totale de la presse pour permettre aux amis d'évoluer. Les amis qui sont journalistes comme vous et moi et qui évoluent dans l'Est de la République démocratique du Congo, ils souffrent pour faire leur travail parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Les terroristes qui occupent le Congo dans ces coins-là ne leur permettent pas de bien faire leur travail. Et donc par rapport à la journée d'hier, 3 mai, je dis félicitations à tous ceux qui sont en train de batailler dur pour garantir la liberté des presses, pour que nous puissions, nous, journalistes, apporter la lumière à notre société et de la lumière, nous pourrions avancer et pourquoi pas un jour nous développer par le travail. Et comment vous définissez aujourd'hui la liberté de la presse par rapport à votre travail quotidien? Oh, mais ça saute aux yeux, la liberté de la presse, c'est-à-dire que le journaliste ou le professionnel de médias a la latitude d'aller partout, mener ses enquêtes, réaliser ses reportages, diffuser ses informations, pourvu que ça soit honnête et vrai. C'est cela la liberté de la presse. C'est même consigné dans notre constitution, je crois, l'article 24. C'est un peu comme ça. Mais ça évolue et j'ai dit que nous avions beaucoup évolué. Nous venons d'avoir le gain des 3 places dans les classements de Reporters sans frontières, grâce entre autres à la loi Patrick Mouyaya qui quand même nous a aidé à avancer. Autrefois, quand un journaliste commettait une gaffe, facilement le procureur venant du parquet pouvait venir le saisir. Mais aujourd'hui, on passe par devers les tribunaux de pair. C'est-à-dire, on te met devant tes propres collègues ou tes propres confrères journalistes qui connaissent le béaba du métier, qui peuvent t'entendre, qui peuvent t'orienter, qui peuvent t'interroger pour que la lumière puisse jaillir. Est-ce que avez-vous déjà subi des pressions politiques, économiques ou sociales dans votre travail? Ah ben, je dirais que oui, et puis non, c'est pas sur tout sujet.
quand je vais aborder par exemple la qualification du léopard qui va me faire dépression. Mais il y a des sujets pour lesquels, quand vous allez vous y attarder, il y a des pressions qui peuvent exister. Et c'est comme ça que j'ai mentionné ici que, en tout cas, la liberté de la presse, que vous soyez, je ne sais pas, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, il y a toujours des présenteurs. Je vous prends un exemple. Il y a un garçon qui faisait la musique et qui fait toujours la musique, Alech. Oui, Il travaille avec les Américains. C'est un pays de vieille démocratie. Mais vous avez vu, pour avoir eu à développer un argumentaire ou des positions contraires aux différentes positions des Américains, il a été évincé. Donc, c'est-à-dire la liberté, encore que lui n'est pas de la presse, mais la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté tout court, c'est des droits qui sont garantis dans les différentes lois, différents textes réglementaires, mais c'est toujours des idéaux à approcher. Hein, c'est toujours un idéal à approcher. C'est comme la sainteté. Tu ne pourras jamais vivant être saint, non. Mais tu fais un effort pour pouvoir approcher l'honneur. Voilà, être le moins reprochable possible. C'est cela. C'est pareil avec la... C'est aussi pareil pour le développement. On n'est jamais suffisamment... Parce que jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils continuent à construire des routes. Jusqu'aujourd'hui, en France, moi, j'en ai vu. À Paris, là, on est en train de construire. En Italie et partout où je suis passé. Et en Belgique, je vois les gens construire. Alors qu'ils sont pays développés. Mais ils n'ont pas arrêté pour autant. Pareil avec la liberté de la presse. Vous pouvez aujourd'hui gagner 3 places. Ça ne veut pas dire que puisque vous avez gagné 3 places, vous vous croisez les bras. Non. Il faut toujours batailler dur pour vouloir améliorer. Chaque jour que Dieu fait, vous avancez. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle aujourd'hui dans la diffusion des informations, on peut dire, qui donc menace, qui menace, ou bien ça favorise au moins les gens à être au moins au top dans les informations? Non, ça ne favorise rien. Moi, je considère les réseaux sociaux comme une poubelle où tout le monde vient jeter ses saletés. Poubelle? Oui, parce que ce n'est jamais vérifiable. Facilement, vous entendrez des gens nuire, hein, des gens nuire aux gens impunément par des informations non vérifiées, non vérifiables, non honnêtes et tout ça. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme une poubelle. Il y a donc là où tout le monde peut venir, voilà. Il ramasse, il prend. Il faut toujours se poser la question de savoir, est-ce que ce que je vois est-il vrai? Est-ce que ce que je vois est-il vérifiable? Est-ce que ce que je vois est-il potable? Et tout ça. Il ne faut pas tout de suite prendre le contenu des réseaux sociaux comme de l'argent comptant. Non. Il faut toujours s'en méfier, mais gratter jusqu'à parvenir à la bonne vérité. Ça peut vous guider comme source, parce qu'il existe des sites quand même crédibles. Il existe quand même des adresses crédibles, mais la manière dont Kinshasa, pas la RDC, Kinshasa utilise les réseaux sociaux, parfois vous verrez une dame qui insulte une autre dame qui ne lui a rien fait de mal. TikTok, vraiment, c'est vraiment un terrain très glissant. Nous devons faire attention. On a donné la parole à des gens qui devraient se taire dans les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai vu par exemple une certaine Dalolo s'en prendre à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. On peut tout dire, mais c'est la première ministre en fonction. Elle a fait aussi ses preuves. Pendant son règne en tant que première ministre, nous, on a vu le Rwanda subir par exemple des sanctions. On a vu plusieurs réalisations. Je vous en cite une plutôt. Moi, j'ai vu la première ministre Judith Suminwa Tuluka aller par exemple dans la ville de Kalemi. C'est le chef-lieu de la province de Tanganyika, a lancé la vaste opération de cantine scolaire. Je pense à parce qu'il s'agit des enfants. Ils ont remarqué que dans cette partie de la République démocratique du Congo, la province du Tanganyika, beaucoup d'enfants intelligents arrivent à arrêter avec l'école simplement parce qu'ils avaient faim. Alors qu'à côté, il y a le lac le plus poissonneux du monde, le lac Tanganyika. Alors, là, elle est partie là-bas, elle a lancé le vaste programme de cantine scolaire pour permettre aux enfants, quand ils arrivent à l'école, non seulement d'aller étudier, mais de manger aussi à l'école, être debout, fort pour bien assimiler les leçons enseignées par les enseignants et tout ça. Pour moi, ça c'est une prouesse.
Et puis, elle l'a lancé là-bas à l'idée que ces programmes-là puissent atteindre tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Alors, une femme qui arrive à réaliser un tel exploit, moi, je n'ai pas lui jeter des pierres. Alors, mais Lada Lolo, là, l'insulte copieusement. Alors, je pose la question. Elle, Lada Lolo, qu'est-ce qu'elle a fait déjà pour les enfants du Congo? Rien. Mais bon, pourquoi elle peut facilement insulter? La femme chez nous, c'est la frère, c'est la sœur, c'est la fille, c'est la fiancée, c'est la femme, c'est la mère, c'est la gardienne, bref, de nos valeurs. Une femme ne peut pas demander à ses enfants de ne pas insulter, elle-même elle s'est mise à insulter. C'est contradictoire. Donc les réseaux sociaux pour moi restent un terrain glissant, c'est vrai. Ça peut nous aider à faire parvenir rapidement l'information plutôt que d'attendre seulement le journal du soir. Mais il faut toujours gratter pour vérifier la véracité de tout ce qui est lancé là-bas. La fiabilité. Oui. Alors, pour terminer, concernant la liberté de la presse, est-ce que vous avez un message adressé aux jeunes qui veulent devenir journalistes comme vous? Moi, plutôt aux jeunes, je leur dis il faudrait pas se tuer parce que le journalisme c'est bon, mais actuellement vu le défi de notre pays, il y a déjà tellement de journalistes. Moi je conseille à nos jeunes gens d'aller plutôt dans des facultés des sciences. En bon? Oui. Mais ça c'est grave. Les jeunes qui vont, c'est pas grave. Donc, notre pays va encore faire 2, 3, 4, pourquoi pas 500 ans en étant pays minier. Alors puisque nous avons beaucoup de minéraux, moi je préfère que nos jeunes gens aillent dans des facultés des sciences pour aller apprendre l'hydrologie, la géologie, des choses comme ça. Je note que nous avons plusieurs cours d'eau, mais qui ne sont pas gérés. Nous avons des rivières à foison au Congo, elles ne sont pas gérées. Quand le vieux Mutinga écrivait « La prochaine guerre, ça sera la guerre de l'eau », les gens pensent que c'est une boutade ou pour rire. Non, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et je pense que si nous avons beaucoup d'experts dans la géologie, ceux-là arriveront à faire triompher notre cause, parce que nous sommes un pays convoité à cause de nos richesses naturelles, notamment dans les mines. Et si nous avons beaucoup d'experts dans ces domaines-là, je crois que nous arriverons à sauver le Congo. Les journalistes, c'est bon, on a déjà beaucoup trop de journalistes pour moi. Pour moi, nous devons aller... Que direz-vous par exemple des instituts, des universités qui forment des journalistes? Qu'est-ce que cela deviendrait? C'est pas mauvais que de former les journalistes. Ceux qui sont là, ils doivent être formés. Mais moi, je préférerais que nos enfants aillent dans les sciences. Parce que demain, l'Afrique de demain, le monde de demain, non, si vous n'êtes pas suffisamment fort par rapport à ce que Dieu vous a donné, on va vous le ravir. C'est comme ça que je vois la vie. Est-ce qu'on ne risquera pas d'avoir plus tard des journalistes non formés qui viennent improviser les choses? Dieu il sait comment il arrange son monde. Je note que nous avons beaucoup trop de journalistes. C'est beaucoup trop. Dans un pays en sous-développement qui veut se relever et aller de l'avant, on a plus besoin des praticiens, pas des théoriciens. Les théoriciens peuvent exister, mais ils doivent être peu nombreux. On doit avoir le maximum de personnes, plutôt dans les rangs des praticiens. On doit avoir chaque territoire des institutions comme ISTA, Institut supérieur de techniques appliquées. Moi, je voudrais avoir ça partout. Je voudrais que nos enfants puissent ne pas fuir les mathématiques, non. C'est une erreur. Il faut aimer les mathématiques, il faut aimer la physique, il faut aimer la chimie. Ces choses-là font avancer la société. Qu'on ne vous trompe pas, parce que les journalistes, il y en a déjà beaucoup trop. Et déjà, lorsque arrive le moment de pouvoir scruter, beaucoup ne veulent pas non plus suivre le B.A.B.A. Vous voyez, non? Si vous regardez très bien, ceux des journalistes qui suivent à la lettre les règles du jeu, du journalisme, ils n'ont pas beaucoup de succès. Généralement, chez nous à Kinshasa, je ne dis pas tous, parce qu'il y en a aussi des bons qui ont et du succès et ils savent faire le travail. Si vous suivez aujourd'hui notre aîné Willy Kalenga et Christian Lusakwenu, bienvenue Marie Bakoumania, il y a beaucoup de nos aînés, pas seulement des aînés, même des amis, des Thierry Kambundi, des Floris Antoto, ils sont nombreux que je connais, qui connaissent leur boulot, qu'ils font bien, mais
ceux qui ont beaucoup plus de succès à Kinshasa, remarque bien, ce sont ceux qui abordent des sujets du genre où il y a des insultes, où il y a des colibés, où il y a des pamphlets, plutôt que ceux qui respectent. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la culture. On a plus donné le temps à ceux qui font mal qu'à ceux qui sont bien. Chez nous, quand vous faites bien, on crée comment vous faire de problèmes. Je vous illustre ça par une illustration. Vous verrez Fally Ipupa va jouer au stade de France. Vous verrez que ses collègues sont en train de lui donner la force. Vas-y, venge-nous et puis fais-nous honneur. Mais vous verrez que leurs supporters s'y rentrent dedans. Ah, mais pourquoi est-ce que vous lui donnez ceci? Lui, c'est ci, lui, c'est là. On commence à l'insulter alors que c'est un enfant du Congo qui arrive à donner de la joie aux Congolais, à faire flotter positivement le drapeau. Et son auditoire là, c'était quand même pas rien. 80 000 places, c'est beaucoup. Et imaginez s'il dit seulement arrêtez de tuer la femme pour prendre les coltins et en faire des téléphones. Donc le message passe, tu vois. Mais les Congolais, ils voudront que malheur lui arrive. Pareil quand c'est Ferré. Vous verrez des gens qui insultent Ferré, vous verrez des gens qui insultent JB, vous verrez des gens qui insultent Kofi, inutilement, alors que toutes ces personnes-là que j'ai citées là, toutes ces personnalités que j'ai citées là, elles ont participé à la promotion de notre rumba pour qu'elle soit aussi, entre autres, inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Ils n'ont pas été précurseurs de ça. Ils ont hérité ça des Wendo Kolosoi, Luambo, Rochero Taboulé, Vicky Longomba, Bessangue Lokuli, Brazos, de Nico Kassanda. Ils sont nombreux, les Maïkamuna, les Papaemba, les Lutumba, ils sont nombreux. Mais eux aussi, ils viennent participer. Mais bon, vous verrez, dans notre famille Congo ici, ça c'est particulièrement à Kinshasa, on ne nous éduque pas de manière à nous entraider. Au contraire, on évolue en antagonisme. Même pour nous journalistes, vous verrez des gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas, qui se rentrent dedans, alors que l'objectif ne devrait pas être celui-là. L'objectif devrait être comment faire pour créer notre force de l'intérieur et de notre force, comment savoir protéger le Congo qui est notre patrimoine commun. Merci beaucoup. Comment faire pour protéger le Congo qui est notre patrimoine commun? Et Eric, vous savez, aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a lancé les épreuves hors session. Alors, les épreuves hors session, c'est quoi d'abord l'utilité de ces épreuves? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. C'est pour évaluer les enfants qui ont été à l'école maternelle, qui ont été à l'école primaire, qui sont arrivés au secondaire et à la fin de leur cursus, avant d'aller, par exemple, au niveau des instituts supérieurs ou à l'université, ils doivent passer par une évaluation qu'on appelle test. Et les préliminaires, c'est d'abord, entre autres, la dissertation. La dissertation vous permet, par exemple, de réfléchir sur un sujet donné, de donner des arguments, et puis de savoir comment les soutenir, parce qu'au moment venu, il faudrait être solide pour défendre X ou Y cause. Si vous n'avez pas beaucoup trop d'arguments, ça ne sera pas une bonne chose. Donc c'est nécessaire que d'évaluer quelqu'un qui a suivi une formation pour savoir les situer un peu et puis voilà, le permettre. Et comment le gouvernement garantit-il la transparence surtout et la crédibilité de ces examens? Oh ben ça c'est le gouvernement, il sait ce qu'il fait pour savoir garantir la transparence et tout ce que vous exigez là. Il y en a ceux qui sont rodés en la matière, qu'ils font depuis que les examens d'État existent et puis voilà. Est-ce qu'on nous parlera plus de l'intelligence artificielle comme auparavant on a dit, on a corrigé par intelligence artificielle là tu me rejoins à ce que j'étais en train de dire ici. On ne nous éduque pas, particulièrement pour Kinshasa. Les autres provinces n'ont pas le problème que Kinshasa a. À Kinshasa, il y a beaucoup trop de colportage. Facilement, on peut te faire croire ou te faire gober ce que tu n'avais pas fait. Oui, Kinshasa est comme ça. Comment on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est si intelligent? Bon, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on a cette façon de pouvoir tout détruire si facilement? Voilà.
Merci. Alors, les sanctions contre Joseph Kabila, mesdames et messieurs, comme vous avez vu, souligné la tempête des tropiques, Washington valide les diagnostics et les diagnostics de Félix Tshisekedi. IDPS est dans la rue. Pourquoi IDPS doit être dans la rue aujourd'hui? Je ne suis pas de l'UDPS, donc ils ont certainement leur raison. Ils soutiennent que l'administration Trump a pris comme décision. Ils sont dans la rue, c'est libre à eux, c'est pas un problème. La démocratie, c'est aussi ça. Ils peuvent ou ne pas être dans la rue, c'est leur affaire. Bon, ils sont dans la rue pour manifester et dire oui aux différentes sanctions prises contre le président ancien Joseph Kabila Kabango. Mais seulement, je voudrais aussi, par exemple, que les Américains arrivent aussi à condamner Kagame. Mais pourquoi ils arrivent seulement à condamner Kabila? J'aurais voulu qu'ils condamnent globalement tous ceux qui sont en train de participer pour tuer nos frères et nos sœurs dans la partie orientale. Je ne voudrais pas que ça soit fait en moitié. Pourquoi ils ne sanctionnent pas directement Kagame? Qu'est-ce qu'il leur manque? Voilà. Ils ont peur? Je ne sais pas dire qu'ils ont peur, mais mon souhait serait... Parce que moi, je suis chantre de la réhabilitation de la sanction. Hein. Oui. J'aime la sanction. Oui. Si elle est bonne pour ceux qui travaillent bien, il faut prendre la sanction. Un enfant qui vous a honoré avec des bons points, il fait par exemple 90% à la fin de l'année. Il mérite quand même ne fût qu'un bonbon de 100 francs. La sanction positive. Mais c'est lui aussi qui a volé l'argent que nous devrions consacrer pour, par exemple, réhabiliter une route. Il faut aussi une sanction négative. Non seulement les déférer devant les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés, mais répondre de cet argent là où il avait caché. Voilà la sanction négative. Pour moi, j'aime la sanction dans un sens comme dans un autre. Alors, on a pris des sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila. Oui, s'il est parmi ceux qui soutiennent la rébellion, oui, on doit prendre des sanctions contre lui. Et moi, ça ne me dérange pas. Et voilà. Et les Américains, on peut dire qu'ils ont quand même pu rejoindre les propos de Félix Tshisekedi en disant que c'est Joseph Kabila qui était au centre. Je l'ai dit ici, ça peut être vrai. Déjà que je ne vois pas les Américains prendre une décision comme ça, du jour au lendemain, sans vérifier, sans en avoir le preuve. Je crois qu'il y a quand même des preuves de culpabilité. On a sanctionné Kabila, d'accord, j'en conviens. Mais je ne veux pas que les Américains s'arrêtent à Kabila. Je veux aussi qu'ils puissent arriver à sanctionner Paul Kagame, parce qu'au moins là-bas, les experts des Nations Unies ont dit noir sur blanc dans des différents rapports. C'est Kagame qui agresse les RDC. Mais lui, il nargue tout le monde. Il nargue même les Américains. Il dit non, vous n'allez rien me faire. Ça va pas. Est-ce que les États-Unis jouent-ils aux gendarmes du monde? Ça, c'est à notre population de juger. C'est pas moi tout seul que viendra le devoir de juger. Mais les Américains, c'est pas rien. C'est quand même la superpuissance. Okay. Et pourquoi ces sanctions sont venues juste après tous ces accords? Parce qu'il fallait peut-être vérifier, non? Est-ce vrai qu'il est avec eux? Je ne sais pas. Je constate seulement qu'ils vont graduellement dans leur manière de faire. La souveraineté de la RDC est-elle menacée par ce type de décision? Comment ça, menacée? Eux, ils viennent pour tuer les Congolais. Pourquoi on doit encore menacer là? Je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris votre question. La souveraineté de la RDC est menacée par qui? La souveraineté de la RDC, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais pensent qu'une partie de la population se réjouisse des sanctions de Joseph Kabila, tandis que Kabila, c'est un ancien président de la République, un fils maison qui est sanctionné par un autre État, et les autres se réjouissent. Moi, je suis vraiment adepte de la sanction. Okay. Si et seulement s'il participe à la rébellion pour tuer les Congolais, oui, il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné. Pourquoi on doit avoir peur? Okay. Mais les Congos, nous devons tout faire pour que le Congo puisse rester un et indivisible. Alors, revenons pour les trois. Normalement, le président de la République devait tenir une conférence de presse. C'est renvoyé un mercredi. Nous sommes aujourd'hui lundi, mardi, mercredi. Qu'est-ce que le président, quel message souhaitez-vous que le président puisse adresser aux Congolais à ce moment?
Je voudrais que le côté responsabilité soit martelé. Oui. Parce qu'un journaliste, quand il est responsable, ça donne des résultats. Et même notre indépendance obtenue le jeudi 30 juin 1960, nous l'avions obtenue grâce surtout à l'accompagnement des journalistes. Lumumba avait été journaliste à un moment. Le vieux Bomboko Lokumba, ici à Lengue, justement, avait été journaliste. Toutes ces personnes-là qui ont entouré, à un moment de leur vie, ils ont écrit des articles, des presses et tout ça. Alors, les amis, le 29, nous avons vu Chabani, le ministre de l'Intérieur. C'était la question de beaucoup de téléspectateurs de la semaine passée. Et comme nous avons annoncé que nous allons répondre ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a été sauvé par cette motion. Il ne va plus déposer sa démission. Qu'est-ce qui est-il passé exactement? Non, mais il s'agit de la sécurité. Même pour que je vienne à l'émission, même pour que toi tu présentes ton émission, il faut savoir que nous devons avoir le minimum de sécurité. Okay. Mais ce n'est pas une affaire seulement de Jacques Chabani. On fait erreur que de croire qu'il n'y a que le nom. Mais ces magistrats auprès de qui on présente des mauvais garçons qui tuent, qui violent, qui pillent, et ils les sortent, ça ne va pas. Moi je pense que chacun doit faire son travail. La famille d'abord. Nous devons, nous parents, donner la bonne éducation à nos enfants, les avertir des dangers de la vie. Bien encadrer les enfants, ça veut dire s'occuper d'eux et leur donner la bonne direction. Et lorsque la famille va le faire, la famille va dissuader ses enfants à ne pas aller faire le vagabondage, faire le gangstérisme et qu'on appelle ici Akitisakuluna ou Maïboubou dans l'Est. Non. La famille, les membres de famille doivent participer à consolider l'éducation pour que nous ayons de bons citoyens demain. Deuxièmement, l'école. Si l'enfant a reçu des bonnes valeurs au niveau de la famille, quand il arrive à l'école, on insiste sur ces bonnes valeurs, ça fera que l'enfant va bien grandir avec des notions élémentaires pour savoir bien vivre en tant qu'un bon citoyen. Ensuite, l'Église. L'Église, c'est les sanctuaires de la moralité. C'est là que nous puisons toutes les valeurs positives qu'on nous apprenne à la maison, à l'école et tout ça. L'Église doit embrayer sur ça. Et puis l'État, quand on parle de l'État. Et là, je rejoins ma position d'avant, la réhabilitation de la sanction. Que celui qui travaille mal puisse être fouetté selon le prescrit de la loi. Mais que celui qui travaille bien puisse être gratifié. Voilà. Alors, le 1er mai, c'était la journée internationale du travail. Et nous avons constaté à la démocratie du Congo, c'était férié. Eric Izami, les travailleurs congolais peuvent sourire encore aujourd'hui. Non, ça c'est un vaste sujet, c'est pas possible. Et sourire, non, c'est encore un idéal. On est loin du compte. On est loin du compte. Oui, ça veut dire que moi je ne sais pas vivre véritablement de ce qu'on me donne comme traitement. Ok. Donc, et les salaires ne suivent pas toujours ce qu'on donne comme travail. Mais c'est une quête, c'est pas du jour au lendemain qu'on doit changer. Mais je pense que petit à petit, par le travail, par l'amour des uns des autres, par l'acceptation des uns des autres, nous arriverons un jour à pouvoir garantir et le travail et un traitement décent. Et quelle est l'importance d'abord de cette journée? Ça nous rappelle que le meilleur atout de l'homme, c'est le travail. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui nous a créés, qui a tout créé, dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est une recommandation divine. Ok. Et peut-on dire que les conditions de travail se sont améliorées de ces manières? Il y a des travails à tous les niveaux. Je ne sais pas de quel travail vous parlez. Non, premièrement, prenons d'abord les travails. Le travail de chez nous, journalistes, c'est pas encore très bien amélioré, même si la loi Mouyaya nous a apporté beaucoup de facilités. Mais les journalistes congolais, dans son entièreté, n'a toujours pas encore un contrat de travail du mois signé. Je ne sais pas si tu en as un ici. Et non. Voilà. Donc, le journaliste n'est toujours pas servi de tous les jours. Du moins pour payer son loyer, envoyer ses enfants à l'école, manger et vivre. Donc, on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. Et
Aussi, on pouvait aussi souligner pour nos frères qui sont dans des caréminies, consorts. Comment leur travail, vous pouvez dire quoi par rapport à leur travail, surtout dans non, mais là, les ZEA sont reconnus, ZEA, zone d'exploitation artisanale dans les minerais, mais dans les carrés miniers, dans les exploitations de gisements. Seulement, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux, c'est tout ce que je recommande. Que chacun soit sérieux dans ce qu'il fait. Et le travail, c'est le seul atout de l'homme. Surtout, ne parlons pas des Indiens. Les Indiens qui exploitent nos jeunes ici à Zando. Il y a une fin à tout pour vous que nous ayons la conscience collective aiguisée. Si nous sommes debout, personne parmi les Libanais ou Indiens ne se jouera de nous. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, presque à la fin de cette émission. Nous sommes avec monsieur Eric Izami, journaliste. Il est journaliste à la TNA. Le dernier mot est que nous devons aimer les Congos, nous devons travailler pour le Congo. Nous ne devons plus penser que à l'aspect Congo de nos aïeux. Pensons désormais sur le Congo de nos enfants, de nos petits-enfants. Parce que ce sont eux à qui nous devons léguer ce pays. Moi, je ne voudrais pas que nous puissions leur léguer un pays en lambeaux ou un pays boiteux. Travaillons véritablement pour leur offrir un pays debout. Et c'est possible par le travail. Merci beaucoup à tous, mesdames et messieurs. Votre nouveau numéro, ça sera pour les vendredis à 11h. Donc gardez la patience. On se retrouve le vendredi à 11h, même chaîne, même numéro. Je dis merci à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réalisation de cette émission. Je vois l'ingénieur Daniel Tizumba, il y a l'ingénieur Badou et l'ingénieur Georges. Et encore une fois de plus, merci et à très bientôt.